Béni, qui va nous parler de l'évaluation des prothèses valvulaires. Dr Béni est cardiologue à Yaoundé, enseignante à la faculté de médecine. Vous avez la parole. Bonjour à tous, bonjour chers maîtres, bonjour chers confrères. Merci pour ça qui vient de me passer la parole. Il m'a été demandé de préparer cet atelier concernant l'évaluation des prothèses valvulaires. Étant spécialisée en imagerie en coupe, j'ai opté de faire la partie IRM et scanner concernant l'évaluation des prothèses. Donc, Dr Tsag fera l'approche échographique. Donc, à ce propos, il est à rappeler qu'il existe en Afrique subsaharienne une forte prévalence de pathologies valvulaires. Ceci en rapport avec la prévalence du rhumatisme articulaire aigu et l'augmentation de l'espérance de vie. Donc, il y a une grande proportion de valvulopathie dégénérative également. Depuis les premiers remplacements valvulaires réussis chez l'homme en 1960, il a été observé plus de 50 types de prothèses valvulaires. Notamment, ici, un petit historique en ce qui concerne les types de prothèses. La toute première prothèse, c'est la prothèse à la valve de Starr, qui est une prothèse à billes. Ensuite, dans les années 70, la prothèse à disque basculant, la valve de Bjork. Quelques années plus tard, on a évolué avec pour un meilleur profil hémodynamique vers la valve de Saint-Jude à double ailette. Et enfin, ces prothèses mécaniques imposant une anticoagulation au long cours, il a été proposé des bioprothèses à partir des années 80. Mais dès la fin des années 80, ça a encore évolué parce que désormais il existe des prothèses implantables par voie percutanée qui ne nécessitent pas de thoracotomie pour être mises en place, notamment sur la valve aortique. Donc là, c'est les valves utilisées pour les TAVI notamment. Alors, je suis allée droit au but, hein. J'ai évité tout ce qui est rappel anatomique et tout le reste, en allant directement en ce qui concerne les complications des prothèses. Pour tout type de prothèse, déjà, il est possible d'avoir une fuite paraprothétique par des insertions de prothèses. On peut avoir un pseudo-anévrisme paravalvulaire. Les prothèses peuvent se compliquer également de panus fibreux ou de thrombus. Elles peuvent s'infecter. On devra avoir une endocardite infectieuse sur prothèse. Concernant les valves mécaniques particulièrement, on peut observer une rupture d'une pièce métallique de la prothèse. Le panus également, une végétation par une endocardite infectieuse ou une thrombose qui peut être obstructive ou non. Les bioprothèses, elles, ont la particularité qu'elles peuvent dégénérer, peuvent se déchirer ou se calcifier. Et concernant les TAVI, ils peuvent migrer ou alors occlure les ostia coronaires. Donc, alors, l'échographie cardiaque reste la technique de référence pour l'évaluation de la structure et de la fonction des prothèses valvulaires. À l'heure actuelle, il n'existe pas de recommandations formelles sur le suivi des patients pour tout ce qui concerne l'imagerie, que ce soit le scanner ou l'IRM. Les récentes avancées techniques en scanner, avec synchronisation cardiaque, permettent néanmoins l'étude non invasive des valves cardiaques. L'évolution des avancées techniques, avec une bonne amélioration de la résolution temporelle, ont entraîné une diminution notable des artefacts, des artefacts visibles au niveau des prothèses. Alors, la surveillance des prothèses valvulaires biologiques est en fait comme l'étude des valves natives, avec une prothèse biologique implantée depuis plus de 3 mois au scanner, en imagerie. Elle se présentera comme une valve native, à la seule différence que si c'est une valve à armature, on verra l'armature métallique, mais le jeu valvulaire ce sera exactement comme celui d'une valve native. Concernant les valves mécaniques, c'est là où le scanner retrouve toute sa place, parce que en termes de propriété, on arrive à faire
avec le scanner exactement comme on ferait du radio-cinéma de valve pour étudier le type de prothèse et le jeu valvulaire de l'élément mobile, qu'il s'agisse d'une bille, des ailettes ou du disque basculant. Le scanner a également, il peut également jouer le rôle de l'échographie pour étudier l'environnement de la prothèse, pour rechercher des complications, notamment des insertions, des végétations ou des abcès périprothétiques. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le scanner est un excellent examen pour le diagnostic et l'analyse des lésions paralabées avec une très forte sensibilité, de l'ordre de 100%, et spécificité également. Et il faut noter que le scanner permet l'analyse des coronaires également. Donc, il peut servir comme alternative à la coronarographie préopératoire chez les patients à faible risque de coronaropathie, ou alors si on a un patient qui a une grosse végétation aortique à haut risque embolique. Dans ces cas-là, on peut utiliser un coroscanner pour s'assurer que ces coronaires sont saines. Le scanner permet également l'analyse des cavités cardiaques et de la fonction ventriculaire gauche, permettant ainsi d'évaluer le retentissement des valvulopathies. Alors, là, nous avons quelques images de prothèses saines. Ici, nous avons une prothèse à double ailette. Là, il s'agit d'acquisition de scanner synchronisé, non injecté, où les ailettes de la valve apparaissent en hyperdensité. Et là, nous avons une valve en position aortique avec un jeu valvulaire qui est normal. Donc, on voit une ouverture normale des ailettes. Là, on a une prothèse à bille et on est capable au scanner d'apprécier le jeu de l'élément mobile, donc de la bille. Ici, plus bas, il s'agit d'un anneau mitral, un anneau Carpentier en position mitrale. Donc, il s'agit d'une acquisition, une image de scanner synchronisée où on voit bien en hypersignal l'anneau de Carpentier. Donc, on est capable de voir est-ce qu'il est en position anatomique normale, est-ce qu'il fonctionne comme il faut. Et de nouveau, une prothèse mécanique en position mitrale. Alors, on verra successivement quelques images des lésions pathologiques au scanner. Donc là, il s'agit d'une bioprothèse qui a une dégénérescence calcifiée. Donc, on voit au scanner les lésions de calcification qui sont bien visibles sur une coupe axiale de la prothèse. Et là, il s'agit d'une prothèse saine. Donc, vous voyez là, elles sont toutes fines, les cuspides. Là, par contre, elles sont épaissies, elles sont calcifiées. Donc, c'est des lésions qu'on est capable de voir en scanner, en sachant qu'ici, il s'agit d'images de reconstruction en rendu volumique. Alors, une autre lésion qu'on peut voir au scanner, c'est une thrombose sur prothèse mécanique. En fait, il s'agira là d'une image hypodense sans prise de contraste appendue à la prothèse valvulaire avec une localisation qui est classique à celle que l'on connaît sur les végétations. Excusez-moi, je m'embrouille un petit peu. Donc, le thrombus sur prothèse mécanique, donc c'est une image hypodense. Comme on le voit là, ici, il y a des images hypodenses qui sont appendues à la prothèse. Là, il y en a une qui gêne le jeu valvulaire. Et là, on voit que l'ailette de ce côté a de la peine à s'ouvrir. Donc, on a un thrombus qui gêne l'ouverture de la valve. Et il faut différencier le thrombus du panus. Le panus étant une image tissulaire plus dense, avec une atténuation équivalente au myocarde. Donc, dans ce tableau, nous avons résumé les caractéristiques pour différencier le panus du thrombus. En termes de délai, par rapport au temps d'implantation de la valve, le panus survenant au moins 1 an après l'implantation de la prothèse. Le panus, lui, se retrouve en dessous de la prothèse, comme on le voit ici. C'est plutôt sur la face inférieure de la prothèse mécanique, alors que le thrombus peut se retrouver n'importe où, que ce soit sur le versant
de l'un ou l'autre des versants. Au scanner, le panus est en général circulaire et s'étend jusqu'à l'anneau de la prothèse, tandis que le thrombus est plutôt une masse lobulée irrégulière. Le dernier paramètre important à relever, c'est la densité. L'atténuation au scanner le thrombus est plutôt en une hypodensité, avec une densité à moins de 145 unités Hounsfield. Là, on voit un thrombus, c'est bien marqué. Et le panus, lui, a une densité qui est un petit peu plus élevée, au-delà de 145 unités Hounsfield, qui est plutôt tissulaire. Une autre lésion qu'on pourrait voir en post-opératoire, c'est les faux anévrismes. Donc là, on a un faux anévrisme périaortique et on est capable d'objectiver après injection le trajet fistuleux qui ici communique avec les cavités droites. Pour ce qui concerne l'endocardite, le scanner est un très bon examen pour faire le bilan des lésions périvalvulaires, rechercher des abcès, des tergiers ou non, des fistules, et éventuellement voir des végétations. Je dis éventuellement parce que lorsque la végétation a moins de 10 mm, il est possible qu'au scanner qu'on ne la voit pas du tout. Donc la végétation est une image arrondie de petite taille hypodense qui est appendue à l'anneau ou à l'élément mobile avec une localisation typique. S'il s'agit de la valve mitrale, ce sera sur le versant atrial. S'il s'agit de la valve aortique, ce sera sur le versant ventriculaire. Donc là, nous avons une végétation qui est appendue à une valve en position mécanique mitrale. Et sur l'autre image, nous voyons un abcès para-aortique détergé et qui n'a pas de trajet fistuleux, donc qui ne communique pas avec les cavités cardiaques. Et ceci est mieux visualisé après injection de produits de contraste. Donc, sur cette image, nous avons résumé un petit peu les différentes modalités pour mettre en évidence une végétation sur une prothèse valvulaire, que ce soit en échographie, au TEP scan pour visualiser les foyers hypermétaboliques, et au scanner, on fera le bilan lésionnel pour voir toutes les lésions paravalvulaires. Une endocardite infectieuse sur prothèse peut se compliquer d'une désinsertion de prothèse. Il s'agira dans ce cas d'une solution de continuité dans le tissu périprothétique avec fuite du produit de contraste. Donc là, on a une désinsertion tout autour de la prothèse et de ce côté, il y a une fuite du produit de contraste. Donc c'est la même anomalie que nous voyons là. Donc on est capable de visualiser la désinsertion. Et si on fait un ciné de valve et qu'il y a un mouvement de bascule de la prothèse, on peut le voir avec le ciné. Malheureusement, je n'ai pas de vidéo de ciné de valve au scanner. Alors, ensuite, concernant le TAVI aussi peut avoir des lésions thrombotiques. Donc, sur ces images, si nous avons là un TAVI en position aortique, effectivement, qui est sain. Là, c'est un TAVI sain, là aussi. Mais sur les autres images, vous voyez qu'il y a une hypodensité qui est sur le feuillet valvulaire. Là aussi, c'est la même image, et là, de façon circonférentielle. Donc, en fait, on voit sur ces images qu'il y a déjà une complication sur ce TAVI. Alors, il est important de signaler que le scanner, malheureusement, ne fait pas le bilan fonctionnel, l'évaluation fonctionnelle. Donc, on ne peut pas avoir les gradients. On peut difficilement voir les fuites. Au scanner, c'est un bilan morphologique. Après le scanner, nous allons passer à l'apport de l'IRM dans l'évaluation des prothèses valvulaires. Il faut déjà noter que les prothèses qui ont une partie métallique ne constituent pas une contre-indication formelle à l'IRM. Sauf s'il s'agit des premières valves, les valves à billes métalliques. Mais toutes les autres prothèses en général sont IRM compatibles. Sauf que l'armature métallique va créer un artefact de susceptibilité magnétique avec une zone de distorsion qui va entraîner une perte de signal autour de la prothèse et qui peut gêner l'analyse des structures adjacentes. Donc l'IRM ne permettra pas la recherche efficace d'une dysfonction prothétique ni de végétation endocarditique.
Ce qui fait que dans l'évaluation des prothèses, l'IRM n'a pas vraiment de place. Donc là, par exemple, nous avons des séquences SSFP qui sont en fait les séquences ciné, où on voit ici qu'il y a une prothèse mécanique en position mitrale. On a comme un trou noir tout autour de la prothèse en raison de la distorsion induite par l'élément métallique de la prothèse. Et si vous regardez bien au niveau du sternum, les fils de sternostomie aussi créent un artefact. Donc sur cette image, si on ne pourra rien dire de la prothèse. Et s'il s'agit d'une prothèse biologique, elle apparaîtra comme une valve native. Par contre, je disais, l'IRM n'est pas formellement contre-indiqué chez ces patients-là, parce qu'on arrive quand même à étudier le myocarde et puis les structures adjacentes. Donc, dans d'autres indications, on peut réaliser l'IRM chez ces patients. On voit également une insuffisance tricuspide, un épanchement pleural. Donc, il y a d'autres anomalies qu'on peut voir, mais pour l'analyse de la prothèse en elle-même, ce n'est pas la peine de réaliser une IRM cardiaque. Alors, en guise de conclusion, le scanner cardiaque permet la visualisation des valves cardiaques natives et prothétiques, de leur morphologie, des calcifications de leur cinétique et voire des végétations lorsqu'elles sont de grande taille. Effectivement, il y a une moins bonne résolution temporelle qu'avec l'échocardiographie qui reste l'examen de première intention. Et le scanner, il faut toujours tenir compte du fait que le patient aura une injection de produits de contraste iodé et qu'il sera irradié, ou en dehors du cou également, parce que le cou n'est pas négligeable. Les indications acceptées, c'est pour l'analyse des coronaires, lorsque, avec l'échocardiographie, on n'arrive pas à avoir toutes les informations nécessaires, ou alors lorsqu'il faut faire un bilan paralésionnel sur une endocardite, sur prothèse valvulaire. L'IRM cardiaque, quant à elle, n'a pas d'indication formelle dans l'évaluation des prothèses valvulaires, mais peut quand même être réalisée pour d'autres indications chez un patient porteur d'une prothèse valvulaire, aussi bien mécanique que biologique. Voilà les références que nous avons utilisées pour réaliser ce travail. Sur ce, je vous remercie pour votre bienveillante attention.